L'affaire Nasser Al-Jen suscite encore et toujours énormément d'interrogations. Tout le monde se pose la question aujourd'hui, comment il a été arrêté, est-ce qu'il vraiment il s'était rendu, est-ce que vraiment il a été arrêté. On va vous raconter les détails aujourd'hui. L'affaire Nasser Al-Jen a commencé au mois de juillet. Pourquoi? Saïd Chengriha, dès le départ, il a voulu punir Nasser Al-Jen. Parce que Nasser Al-Jen était trop proche de Tebboune. Il y a eu un divorce entre l'entourage de Tebboune et Nasser Al-Jen à cause de l'affaire de Raouf Harzallah. Quand Raouf Harzallah a pu s'échapper du pays alors qu'il était placé sous ISTN, Nasser Al-Jen a commencé à se rebeller, à se révolter. Il ne veut plus se soumettre au conseil, à l'entourage et au cabinet du président de la République. Il veut maintenant devenir patron des services. Tebboune, drôle chic. C'est pour ça qu'on a accéléré le départ de Nasser Al-Jen et son remplacement par Général Hassan. Lors de l'une des perquisitions au niveau de ses domiciles, ils ont trouvé de l'argent. Une quantité importante d'argent, l'équivalent de 20 milliards de centimes et presque 2 millions d'euros. Mais quand on a commencé à enquêter, à emmerder Nasser Al-Jen leur a dit « Ok, vous voulez enquêter, vous voulez savoir d'où est-ce que vient cet argent? Je vais tout vous dire. » Il a balancé tout le monde. Il leur a dit « Moi, cet argent vient essentiellement des interventions, les conseillers de Tebboune, des membres de l'entourage de Saïd Chengriha, des membres de la famille de Chengriha, des membres de la famille de Tebboune. Et l'essentiel de cet argent venait du trafic parallèle de cigarettes. » L'affaire Nasser Al-Jen suscite encore et toujours énormément d'interrogations. L'opinion publique nationale comme internationale, comme les amis, les personnes, les experts et les observateurs qui s'intéressent à l'Algérie, ils sont tous désorientés, totalement perdus. Ils sont, comme dirait dans le langage courant, totalement à la rue par rapport à cette affaire de Nasser Al-Jen. Personne n'arrive à comprendre les tenants et les aboutissants. Tout le monde se pose la question aujourd'hui, comment il a été arrêté, est-ce qu'il vraiment il s'était rendu, est-ce que vraiment il a été arrêté, est-ce que... Maintenant, aujourd'hui, cette affaire suscite tellement de fantasmes et de théories de complot que les gens commencent à croire à n'importe quoi. Avant de s'intéresser au sort de Nasser Al-Jen, c'est qu'on a oublié de raconter et d'expliquer aux Algériennes et aux Algériens surtout, parce que c'est une affaire typiquement interne, même si elle a des répercussions externes sur l'image et la réputation et la crédibilité du pays sur le plan international, mais personne n'a expliqué aux Algériennes et aux Algériens au départ comment l'affaire Nasser Al-Jen a été enclenchée. On a parlé de son arrestation lors de la deuxième semaine du mois de juillet, de son emprisonnement, de son placement en résidence surveillée, mais personne n'a raconté avec précision, c'est très difficile d'être entièrement précis ou intégralement précis, mais personne n'a pu, ou n'a voulu, ou n'a essayé, ou n'a réussi à raconter ou à donner le maximum de détails précis sur l'affaire Nasser Al-Jen. Qu'est-ce qu'on a reproché à Nasser Al-Jen? Comment Nasser Al-Jen, qui était le patron le plus puissant des services secrets algériens durant ces 4 dernières années, puisqu'il était patron d'Aqas al-Anta de 2021 à 2025, il était l'homme fort du régime, le bras armé, l'outil de répression privilégié et l'homme le plus puissant à la tête de l'institution sécuritaire la plus puissante du pays, qui est la DGSI. La DGSI, le renseignement intérieur algérien, c'est le service de sécurité, c'est le service secret algérien qui a le plus de moyens, le plus de ressources humaines, le plus de ressources financières, le plus de ressources matérielles et le plus grand nombre d'agents déployés sur le territoire national à travers un maillage sécuritaire extrêmement puissant. Comment son homme a chuté, a trébuché? Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous raconter les détails aujourd'hui. L'affaire Nasser Al-Jen a commencé au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'au mois de juillet 2025, il y a eu des pressions. À la fois des pressions exercées sur l'entourage, par l'entourage de Tebboune, sur Abdelmadjid Tebboune, et Saïd Chengriha, dès le départ, il a voulu punir Nasser Al-Jen. Parce que Nasser Al-Jen était trop proche de Tebboune. Chengriha n'a jamais été content, a toujours eu peur, ou a toujours eu appréhendé cette proximité entre Abdelmadjid Tebboune et Nasser Al-Jen. Saïd Chengriha, d'ailleurs, a toujours redouté la montée en puissance d'un patron des services secrets qui composera un troisième pôle de puissance au niveau du régime algérien et qui obligera Tebboune et Chengriha à partager le pouvoir avec ce nouveau patron des services secrets. Donc Chengriha n'a jamais été très content ni très satisfait de la montée en puissance de Nasser Al-Jen. Il a toujours vu d'un très mauvais œil cette montée en puissance. Donc Chengriha voulait le punir. L'entourage de Tebboune, il y a eu un divorce entre l'entourage de Tebboune et Nasser Al-Jen à cause de l'affaire de Raouf Harzallah. L'affaire du journaliste Raouf Harzallah, rappelez-vous, dans la deuxième semaine du mois de mai,
quand Raouf Harzallah a pu s'échapper du pays alors qu'il était placé sous ISTN, sous interdiction de sortie du territoire national, alors que quelques conseillers d'Abdelmajid Tebboune, comme Kamel Sidi Saïd, son puissant directeur de la direction générale de la communication du palais présidentiel d'Al-Mouradia, voulaient coffrer Raouf Harzallah, voulaient le clouer sur le territoire national, voire lui provoquer des déboires judiciaires pour ensuite justifier éventuellement son emprisonnement. Quand Raouf Harzallah a pu s'enfuir du pays, tout le monde a douté de Nasser al-Djen. Parce que Raouf Harzallah, il connaît Nasser al-Djen. Les deux s'apprécient, se connaissent, étaient en contact. Et les conseils de Tebboune ont directement suspecté Nasser al-Djen d'avoir orchestré ou organisé la fuite de Raouf Harzallah. C'est à ce moment-là le divorce a commencé. Pour l'entourage de Tebboune, si Raouf Harzallah a pu fuir le pays, c'est un coup de poignard dans le dos de Tebboune, parce que, Nasser al-Djen, s'il a pu, parce que Nasser al-Djen, on lui avait demandé au préalable d'enquêter sur Raouf Harzallah, de l'emmerder, de lui trouver un dossier, et pour pouvoir l'emprisonner. Parce que Raouf Harzallah dérangeait certains conseils de Tebboune pour une raison, pour une histoire très compliquée que nous n'allons pas raconter aujourd'hui, c'est pas le moment. Parce que là, c'est l'histoire de Nasser al-Djen qui est la plus importante. Nasser al-Djen a refusé de plier à ses décisions. D'abord parce qu'il n'y avait rien à dire contre Nasser Harzallah, qui est un journaliste connu, qui est établi à l'étranger, qui travaille pour des médias émiratis, mais à l'étranger, qui est établi en France, qui a une nationalité d'ailleurs canadienne. Il est binational. Donc ça fait très longtemps qu'il n'a pas d'affaires. Qu'est-ce que vous allez monter comme dossier contre quelqu'un qui vit et qui habite essentiellement à l'étranger, qui vit en Algérie que pour des séjours familiaux ou pour des raisons professionnelles extrêmement limitées. Donc, même chez l'homme, Nasser al-Djen. Même chez l'homme, en plus, Raouf Harzallah, il est considéré comme un ami de l'appareil sécuritaire algérien et c'est quelqu'un qui a de très bonnes relations avec ses responsables. Qui même chez Nasser al-Djen, quand il n'a pas voulu appliquer cette feuille de route consistant à persécuter ou à réprimer ou à restreindre les libertés de mouvement, voire à créer ou à monter de toute pièce un dossier contre Raouf Harzallah, là, il divorce. L'entourage de Tebboune, ils ont commencé c'est bon, Nasser al-Djen commence à se rebeller, à se révolter, il ne veut plus se soumettre au conseil, à l'entourage et au cabinet du président de la République, il veut maintenant devenir patron des services, il veut créer son propre, il veut se doter de son propre pouvoir, il veut élever ses prérogatives, il veut se soustraire de l'influence du président de la République. Tebboune, le chèque. C'est pour ça qu'on a accéléré le départ de Nasser al-Djen et son remplacement par Général Hassan, parce que Saïd Chengriha ne voulait pas garder Nasser al-Djen, parce que comme je vous l'ai dit au début, il avait peur que Tebboune lui dise, écoute, voilà, Nasser al-Djen, il m'a été fidèle, on le promet, on va le promouvoir chef des services secrets, et comme Chengriha, il se méfie énormément des personnes qui deviennent plus proches de Tebboune que de lui. Donc, Jeto Foustache, ça l'arrangeait énormément de liquider Nasser al-Djen. Juste après, le mois de juin, il passe. Bon, que faire de Nasser al-Djen? Saïd Chengriha et Tebboune, comme je vous l'ai expliqué, ils ont cette maladie qui est la paranoïa. Est-ce qu'on va laisser ce puissant chef des services en toute liberté? Lui, Nasser al-Djen, il commence à parler à son entourage. Il a un entourage important, 4 ans, de 2021 à 2025. Il a constitué un véritable réseau. Il a beaucoup d'amis, beaucoup d'alliés. Il s'est constitué une notoriété. Ses images ont été diffusées à la grande mosquée d'Alger, etc., lors des visites de Tebboune à Tizi Ouzou, etc. Donc les gens l'ont vu, l'ont remarqué. Il est devenu ultra médiatisé par la presse étrangère, comme marocaine ou française, etc., comme par la presse algérienne, comme par les opposants ou activistes algériens établis à l'étranger. Donc il a un véritable pouvoir d'influence. Or, Tebboune et Chengriha ne peuvent pas laisser quelqu'un qui a autant de pouvoir d'influence en toute liberté, comme ça, circuler avec. Ils savent très bien, Tebboune et Chengriha savent très bien qu'ils veulent que Nasser al-Djen a des ambitions et qu'il ne peut pas vivre une retraite tranquille, comme ça, apaisé, alors qu'il a moins de 60 ans. Que faire? Au départ, pour piéger Saïd Chengriha, a voulu piéger Nasser al-Djen. Il a commencé à faire croire à Nasser al-Djen qu'on veut lui confier le poste de patron de la DCSA, de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Et c'est comme ça qu'on l'a mis à l'aise, on l'a mis en confiance. Pourquoi? Parce que il fallait ne pas le faire douter, ne pas susciter le doute en lui, ne pas le susciter
un malaise en lui pour qu'il commence pas à orchestrer des manœuvres politiciennes, pour qu'il commence pas à vouloir se venger contre sa mise à l'écart, pour qu'il commence pas à se dire on m'a trahi, on m'a utilisé, on m'a jeté comme une vieille chaussette, pour ne pas lui donner le temps ou le prétexte de se révolter ou de se rebeller ou de tenter quelque chose en interne au sein du régime contre Tebboune et Cheikh. À un moment donné, le mois de juillet arrive, après la cérémonie du 5 juillet, etc., les promotions sont allées regarder. Il n'y a pas eu de nomination de Nasser al-Din. Nasser al-Din comprend que cette histoire de devenir patron de la DCSA n'était qu'une supercherie pour le faire taire, pour le faire patienter. Mais un jour, il est convoqué au ministère de la Défense nationale, parce que Nasser al-Din commence à en parler. Bon, on ne m'a pas appelé, je suis là. Nasser al-Din, c'est quelqu'un qui est une grosse gueule. Il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas publiquement, mais dans les coulisses, etc., il fait entendre sa voix. Nasser al-Din, il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, c'est qu'il est franc, c'est qu'il est frontal. Il dit les choses. C'est quelqu'un qui est un militaire qui veut s'imposer, qui cherche à s'imposer et qui cherche à imposer sa voix et qui dit toujours ce qu'il pense. Donc, Saïd Chengrah ont commencé à entendre, ce monsieur a commencé à parler, a dit on m'a pas donné de poste, on m'a jeté, c'est pas normal, Hassan il est vieux, il est âgé, parce que Hassan, général Hassan et Nasser al-Din ne s'entendent pas très bien. Ça n'a jamais été le grand amour entre ces deux hommes. Et ça depuis l'époque du Skorat, depuis l'époque où Nasser al-Din travaillait sous les ordres de général Hassan. C'est pas le même type, c'est pas le même. Hassan, c'est l'intellectuel, instruit, francophone, etc. Nasser al-Din, c'est l'homme de terrain, brutal, viril, qui cherche qui est musclé, qui cherche le rapport de force, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes profils psychologiques. Mais les deux ne s'entendaient pas. Et Nasser al-Din a trouvé injuste son licenciement pour amener quelqu'un de plus âgé que lui, beaucoup plus âgé que lui. Hassan est plus âgé de 75 ans, malade aussi un peu diminué. Donc il n'a vraiment pas digéré son licenciement. Donc, là, ils ont pris peur, Tebboune et Chengrah, ils ont pris peur. Ils ont monté un piège. Le piège était, on convoque Nasser al-Din au ministère de la Défense nationale, on lui fait croire qu'on a besoin de lui pour un entretien, pour parler, évaluer sa carrière et parler de les opportunités qui peuvent être lui proposées pour revenir aux affaires. Et là, quand il arrive au ministère de la Défense nationale, il se fait arrêter. Il a été arrêté. Quand il a été arrêté, il n'a jamais été emmené, je l'ai vérifié au cours de nos investigations, Nasser al-Din n'a jamais été au CPMI ou au SCOMI de Braknoun ou à Blida. Il a toujours été aux arrêts du ministère de la Défense nationale. Mais comme c'était très compliqué à l'époque de confirmer l'information avec précision, nous on avait parlé, il a été transféré à Blida, il a été transféré à ceci, à cela. Il est toujours resté au niveau du ministère de la Défense nationale. Au niveau du ministère de la Défense nationale, ils ont ce qu'on appelle les arrêts, des cellules aménagées tout près du siège du ministère de la Défense nationale, dans le même complexe, pour punir, pour sanctionner les officiers qui ont des conduites indisciplinaires ou qui ont des écarts par rapport à leurs obligations, à leurs devoirs de réserve, par rapport à des écarts de conduite lors de l'exercice de leurs fonctions. Donc, il a commencé à être interrogé, auditionné au sein du MDN, et il a été placé dans des cellules, au sein même, dans le complexe du siège du MDN, du ministère de la Défense nationale. Il y a eu, par la suite de son arrestation, une perquisition. Cette perquisition a été menée au niveau de ses domiciles. Il faut savoir que Nasser al-Din, il a deux familles, il a deux épouses. La deuxième plus jeune, la première moins jeune. Et les deux habitent dans deux endroits différents. Il a une villa d'El Ibrahim et une villa à Bab Hassan. Plus son domicile à Club des Pins. Le domicile, il a été en tant que cadre de l'État. Plus un appartement à l'étranger, à Barcelone. C'est une autre histoire, c'était avant de son retour aux affaires. Lors de l'une des perquisitions au niveau de ses domiciles, ils ont trouvé de l'argent. Une quantité importante d'argent d'espèces. L'équivalent de 20 milliards de centimes, pratiquement, et presque 2 millions d'euros. Et c'est là où on a commencé à monter. C'est ça, c'est du pain béni. Cet argent en espèces qui a été retrouvé dans l'un des domiciles et dans l'une des villas de Nasser al-Din a été considéré comme du pain béni par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui ont commencé à enquêter avec lui. Mais quand on a commencé à enquêter, à emmerder Nasser al-Din leur a dit « Ok, vous voulez enquêter, vous voulez savoir d'où est-ce que vient cet argent, je vais tout vous dire. » Il a balancé tout le monde.
Il leur a dit, moi, cet argent vient essentiellement des interventions, mais les personnes qui m'ont sollicité, voilà leur nom. Il y avait les conseillers de Tebboune, des membres de l'entourage de Saïd Chenguereha, des membres de la famille de Chenguereha, des membres de la famille de Tebboune. Tout le monde a demandé, tout le monde a utilisé Nasser Djen pour régler une affaire, pour débloquer un dossier, pour cacher une enquête, pour dissimuler une enquête, pour couvrir le trucage d'un marché ou le détournement d'un marché public. Et l'essentiel de cet argent venait du trafic parallèle de cigarettes avec les Émiratis de la Stein. Comme la cigarette et le Marlboro, c'est un business extrêmement juteux. Beaucoup de réseaux de contrebande existent en Algérie qui récupèrent les cigarettes produites en Algérie pour aller les vendre en Europe en euros à des prix avec des marges de 100, 150, voire jusqu'à 500 pas. Ça peut atteindre juste pour certaines quantités jusqu'à 500%. Donc c'est un trafic totalement juteux. Et on a donc Nasser Djen est soupçonné d'avoir été l'un des parrains de ce trafic. Sauf que Nasser Djen leur a dit, je ne suis pas le seul, et on m'a demandé de le faire, et voici les personnes puissantes qui m'ont demandé de le faire, et qui sont complices avec moi. Parmi lesquelles, Hamada Jamirouche, le secrétaire particulier de Tebboune, qui était son ami, qui était extrêmement proche de lui. Il faut savoir que Nasser Djen, contrairement par exemple au général Sadr de la DDSE, de la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, il était beaucoup plus proche de Hamada Chamirouche et de Boualem Boualem que des enfants de Tebboune et Mohamed Tebboune ou de Kamal Sidi Saïd et des autres, au niveau de la proximité. Donc, cette proximité avec Hamada Chamirouche, lui, il a fait exprès elle lui a été problématique, cette proximité, on l'a utilisée contre lui, mais lui, il s'installe pour se protéger, malin et machiavélique, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Anna, vous voulez me mettre en prison, je ne vais pas tomber tout seul. Vous voulez me juger, je ne vais pas te juger tout seul. Vous voulez m'arrêter, je ne vais pas t'arrêter tout seul. Il a commencé à donner tous les noms. Là, la DCSA a voulu convoquer Hamada Chamirouche. Parce que voilà, son nom a été parmi les personnalités les plus importantes qui ont été dénoncées ou qui ont été révélées par Nasser Djen. Nasser Djen, pour se protéger, il a révélé tous les noms, toutes les personnalités influentes du pays avec lesquelles il collaborait activement dans des manœuvres de corruption, de détournement de l'argent public et d'enrichissement illicite. Hamada Chamirouche, il est parti à la DCSA. Il a été auditionné une fois à la DCSA et c'est Tebboune qui lui a dit, vas-y, on va savoir de quoi il s'agit. Après, je vais voir comment je vais te régler ce problème-là, comment je vais te couvrir. Il est parti, donc comme il a été déjà interrogé, donc Tebboune est intervenu après pour bloquer le dossier de Nasser Djen. Là, Saïd Chenguereha, il a été dans son élan de vouloir à tout prix emprisonner Nasser Djen. Tebboune est intervenu pour bloquer cet élan, pour lui dire, écoute, on ne peut pas aller cette affaire se débranler tout le monde. Il y a des noms, il y a des personnes de ton entourage qui sont citées, il y a des personnes de mon entourage qui sont citées. On va éviter un gros scandale qui risque d'ébranler le pays, d'ébranler le système. Donc Nasser Djen, on le sort des arrêts et on le met dans une résidence surveillée qui est à Ouad Agar. Tazeradar, dont nous vous avons parlé. Et grâce, donc, c'est un peu, Nasser Djen, il a joué très intelligemment. Il leur a dit, vous voulez me faire tomber, je vais faire tomber tout le monde qui était avec, toutes les personnes qui étaient avec moi et qui étaient complices avec moi et qui m'ont demandé et qui m'ont fait part de sollicitations et d'interventions affairistes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc, Tebboune et Chenguereha se neutralisent, ils se mettent d'accord pour dire on ne peut pas vraiment toucher ce gars parce que s'il tombe, voilà, nos enfants, nos conseillers, tout le monde a travaillé avec lui, tout le monde était proche de lui, il a des dossiers sur tout le monde. Donc on va faire comment? On va essayer de le gérer. En résidence surveillée durant tout le mois de juillet, sous la surveillance de la DCSA, jusqu'au jour où il y a eu, au début du mois de septembre, une évolution dans ce dossier. Donc, d'abord, Nasser Djen, il en a eu marre que le dossier traîne, que son placement dans une résidence surveillée traîne, et a commencé parce qu'il n'avait pas ses droits, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas voyager, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas aller voir sa mère, il ne pouvait pas voir les membres de sa famille comme il voulait. Donc au bout de 2 mois de résidence surveillée, il commençait à exprimer ses protestations, sa frustration. Et ce qui a fait paniquer Nasser Djen, c'est que des informations rapportaient que à la rentrée judiciaire, au niveau du tribunal militaire de Blida, 2 dossiers étaient déjà en préparation. Le premier dossier, c'est le général Oulhadj, Ali Oulhadj, celui qui dirigeait la gendarmerie algérienne de 2021 à 2024, et le dossier de Nasser Djen. Et
des informations que nous n'avons pas réussi à les confirmer officiellement. Mais il y a eu des arrestations du général Oulhaj, qui a été arrêté, qui a été conduit lui aussi en interrogatoire et en audition. Quand Nasser al-Din a compris, il a entendu que le dossier Oulhaj avance, qu'il a été arrêté, qu'il a été auditionné, lui, il a compris que il était au programme, il était au menu. Vraiment, le menu est né. Ils ont préparé le menu de la rentrée judiciaire du tribunal militaire de Blida et qu'ils allaient, lui ou le Hajj, être les 2 prochaines grandes affaires du tribunal militaire de Blida et qu'en septembre, d'ici fin septembre, il sera présenté, lui, général Oul-Hajj, pour éventuellement un placement en détention. C'est ce qui a fait paniquer Nasser al-Din et c'est ce qui l'a poussé à tisser, à planifier un plan de fuite et d'évasion qui a amené à ce qui s'est passé le 18 septembre 2025, une fuite spectaculaire menant vers qui a provoqué un véritable séisme au sein du régime algérien et qui a mené le régime algérien, notamment le régime Tebboune et Chengueha, à mettre en place un dispositif militaire et sécuritaire tellement impressionnant parce que la fuite de Nasser al-Din a été non seulement une gifle qui les a réveillés, mais elle a été aussi, comme je l'ai dit, un véritable séisme qui les a ébranlés. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.